Voici la zone où nous avons déposé les corps. Ces corps ont été retrouvés à l'ouest d'ici. Ils étaient éparpillés dans des zones différentes. On a sûrement déjà oublié leur nom, mais 2 familles, 8 personnes en tout, des parents, des enfants, ont péri dans les eaux glacées du fleuve en mars dernier en tentant de gagner les États-Unis en passant par Akwesasne. Les places communes où les gens se font déposer, ceux qui tentent d'accéder aux États-Unis légalement, on a sur la pointe de l'église, on a l'ancienne marina ici. C'est exceptionnel. Des policiers d'Akwesasne nous ont invités en patrouille dans leur territoire pour qu'on comprenne à quel point leur communauté est ciblée par les réseaux de passeurs. L'information qu'on a eue durant notre enquête, ils demandaient 7 à 10 000 par personne là, pour traverser une personne de la région de Toronto-Montréal vers les États-Unis. Ici Marie-Maude Denis, bonne année 2024 et bienvenue à Enquête. C'est la fin de l'hiver. Sur le fleuve Saint-Laurent, 2 familles embarquent dans un bateau beaucoup trop petit. Je me souviens très bien de ça. C'était le 30 mars et c'était un jeudi. La météo était vraiment, mais vraiment mauvaise. 9 personnes sont à bord. Une famille indienne et une autre d'origine roumaine, avec un enfant d'à peine 2 ans et un bébé. La dernière personne, c'est le pilote du bateau, un autochtone de la communauté d'Akwesasne. Mais cette nuit-là, rien ne se passe comme prévu. Je me souviens que le vent soufflait très fort et qu'il faisait très froid. Et il y avait un voile blanc qui cachait l'horizon. C'était un blizzard, comme une tempête de neige qui causait une mauvaise visibilité. Mais cette embarcation de fortune est peu robuste pour supporter ces conditions et elle finit par chavirer, emportant pour toujours les rêves de ses occupants. We begin tonight in Akwesasne, a community coming to terms with a devastating tragedy. Les recherches se poursuivent dans les eaux du fleuve Saint-Laurent, près d'Akwesasne. Cette fois, 8 personnes, dont 2 enfants, sont mortes en tentant de traverser le fleuve Saint-Laurent du Canada vers les États-Unis. Et c'est ici que le bateau, et on n'en sait rien, il y aura une enquête, parce qu'on n'a pas retrouvé l'homme qui aurait donc servi de passeur sur les eaux froides. Kariwate Mitchell est l'enquêteur responsable de tirer au clair ce qui s'est passé cette nuit-là pour ce qui est l'une des pires tragédies liées à la migration que le Canada ait connue. Alors nous avons immédiatement pris des mesures et nous avons déployé notre unité marine. Cette équipe s'est mise à la recherche d'un bateau qui pourrait être encore dans l'eau. Nous ne savions rien de plus. Ce policier Mohawk travaille depuis 24 ans à Akwesasne. Il a passé de longues heures au bord du fleuve pour retrouver les occupants de ce bateau. Alors, on est dans ce qu'on appelle le canal de Snai. Voici la zone où nous avons déposé les corps. Ces corps ont été retrouvés à l'ouest d'ici. Ils étaient éparpillés dans des zones différentes. Mais en observant le courant, vous pouvez voir à quelle vitesse l'eau se déplace. Mitch, comme il est surnommé par ses collègues, est maintenant sur la piste des véritables responsables de cette tragédie. Je crois que les facilitateurs doivent être tenus pour responsables. C'est un crime grave. Et oui, ça s'est produit il y a 7 mois. Et ça semble long. Mais tu sais, c'est une vaste enquête. Il y a 9 personnes qui ont été victimes et qui sont décédées. C'est malheureux. Et c'est pour ça que je dis que Casey est aussi une victime de ce qui est arrivé. Casey, c'est Casey Hawkes, le passeur qui pilotait le bateau
un gars que tout le monde connaissait à Akwesasne. Mais il n'était que le dernier maillon de cette chaîne criminelle. Il a reçu quelques centaines de dollars pour faire cette traversée, une bouchée de pain par rapport à ce que empochent ceux qui tirent les ficelles de ces réseaux. Casey est un père de famille. Il a eu un bébé récemment, juste avant cet événement tragique. Et il avait déjà une autre fille. Il est né et il a grandi dans cette communauté. Il voulait donner une belle vie à ses enfants. À Akwesasne, pas de progrès dans les recherches pour retrouver le propriétaire du bateau qui a été repéré près des corps de 2 familles de migrants. C'était dur. Quand j'appelais son père, je lui disais « On a fini nos recherches aujourd'hui. On va continuer demain. On n'a toujours pas localisé Casey. » C'était dur. Comme je l'ai dit, on est une petite communauté. J'ai grandi avec son père. Le corps de Casey Hawkes n'a finalement été retrouvé qu'en juillet, plus de 3 mois après la tragédie. Casey Hawkes présentait le profil typique des passeurs locaux utilisés par ces réseaux. Un jeune trentenaire connu par la justice, déjà condamné pour trafic de drogue et qui souffrait aussi de dépression, de toxicomanie et de dépendance à l'alcool. Vous savez, Casey Hawkes est une victime dans tout ça. Et c'est quelque chose qui finira par être démontré. Victime de qui? Vous savez, il y a ces gens, ces facilitateurs, ceux qui organisent ces passages clandestins. Ce sont eux les vrais responsables. Ils donnent la possibilité à d'autres personnes de passer illégalement la frontière, sans que ces gens se rendent compte des dangers qu'ils encourent en faisant ce genre de choses. Ce qu'ils risquent en traversant la frontière de cette façon. La réserve d'Akwesasne a une géographie unique au monde. Ce territoire est situé à cheval sur la frontière canado-américaine, avec une partie en Ontario, au Québec et dans l'État de New York. Pour y arriver, il faut normalement traverser un pont et des postes de douane. Mais pour entrer clandestinement aux États-Unis, il faut prendre un bateau depuis la rive ontarienne ou l'île de Cornwall et accoster de l'autre côté du fleuve, au village de Saint-Régis. À cet endroit, il n'y a aucune douane. D'autres passeurs utilisent alors une voiture et des chemins moins surveillés pour échapper aux autorités. Ce qui nous différencie à la fois de toutes les autres communautés, vous l'avez devant vous, là, 2 pays, 2 provinces, 1 État, puis toutes les boubles de juridiction, de légalité qui entourent tout ça, c'est rien pour faciliter notre travail de policier. Sean Dulude est le responsable de la police d'Akwesasne depuis 2017. Il est le premier chef de police non-Mohawk de ce territoire. Regardez, si on s'avance ici, et sur l'autre bord de ces maisons-là, Ouais. à l'arrière, là, on est dans l'État de New York. Fait que ça explique la complexité, là, visuellement, du moins, ça l'explique. Là, Cet ancien agent de la Sûreté du Québec était en première ligne lorsque cette tragédie a été annoncée au grand public. We're here today because of the very sad situation that has transpired over the last couple of days. Tout le long du fleuve, là, on est parsemé de positions géographiques qui font en sorte qu'on est limité dans nos interventions parce que dès qu'on traverse la ligne, on n'est plus au Canada, on n'intervient pas. Ça s'arrête direct là. Et puis c'est comme sur la route aussi. Et puis les policières savent du moment qu'ils prennent un véhicule en chasse, si le véhicule traverse un certain point, ça s'arrête là. Fait que, tu sais, si ça serait juste cette place-là, tu te dirais, OK, c'est pas super, on concentre tous nos efforts ici. On fait un cordon de policiers-policières, puis mais c'est pas ça. C'est 37 km de rive, de cours d'eau, parsemé d'une 57 îles, pour être exact. Donc ça peut prendre 30 secondes finalement pour quitter le Canada et l'Ontario pour aller aux États-Unis. Ah, même pas. Fait que donc, du moment que tu es à l'eau, puis si tu arrives à bouer, tu continues, tu es dans l'État de New York. Mettons, on prend l'exemple facile, la rive de l'autre côté, tout dépendant de la vitesse à laquelle son bateau est capable d'opérer, 10 secondes. C'est d'ailleurs exactement ce qu'a tenté de faire Casey Hawkes la nuit du 29 au 30 mars. C'est avec ce bateau bleu qu'il a récupéré les 2 familles sur l'île de Cornwall, un bateau beaucoup trop petit pour accueillir 9 personnes et qui a fini par se renverser.
C'est sûr que l'événement du 30 mars dernier, ça a choqué les gens de la communauté. Il n'y a personne qui était content de ce qui est arrivé. C'est sûr, c'est triste. Il y a 9 personnes qui ont péri dans cet accident-là. Pour une rare fois, la police d'Akwesasne a accepté d'ouvrir ses portes pour dénoncer ces réseaux criminels qui profitent de la spécificité des lieux et d'un territoire où le revenu médian dépasse à peine les 30 000 $ par année. Ils demandent combien pour faire cette traversée-là? On sait que les gens qui sont les réseaux organisés, on parle de 15 à 30 000 dans certains cas pour passer des gens par personne. Si on compare au montant que l'individu a pour amener les gens ici, c'est une couple de centaines de dollars. Parce que, puis dans la tête de la personne qui le reçoit, elle se dit, c'est bien payé, je traverse 1 kilomètre, j'ai 500 $. C'est des personnes vulnérables. Moi, ce que ça me choque, ça me répugne, c'est qu'on charge des montants de la sorte et puis qu'on prend même pas soin d'assurer la santé et la sécurité des gens qu'on traverse. Ça vient me chercher à l'intérieur. Ce sont ces quais, dans la partie québécoise du village de Saint-Régis, que les passeurs utilisent avec leurs embarcations, que ce soit le jour ou le plus souvent la nuit. Les places communes où les gens se font déposer, ceux qui tentent d'accéder aux États-Unis légalement, on a sur la pointe de l'église, on a l'ancienne marina ici. Si on continue, ici aussi, il y a une descente de bateau qui peut servir. Et puis la Maison-Blanche qui est là-bas, c'est un point de rassemblement où on dépose les gens. Et ça, même si vous le savez, c'est difficile d'intervenir à chaque fois? Bien, c'est ça, on ne sait pas quand ça va arriver. On ne sait pas quelle journée de la semaine, quelle heure. Il y a trop d'impondérables là, que, comme je vous dis, à moins qu'on fonctionne avec du renseignement, c'est un peu plus difficile. Et pourquoi ces endroits-là sont privilégiés? Facilité d'accès, puis de repartir aussitôt. Aussitôt arrivé, reparti. Fait que les chances de se faire prendre. Fait que des fois, ça arrive à l'insu des propriétaires terriens, ils sont même pas au courant. C'est juste que leur emplacement, on revient toujours à la géographie, elle permet ce que nous sommes en train de vivre là, en termes de passeurs de migrants ou de trafic d'armes puis de stupéfiants. Ces trafics ne ralentissent pas. Quotidiennement, nous a-t-on confié, des bateaux transportent encore illégalement des marchandises, de la drogue, des armes ou des humains. Et les accidents ne sont pas rares, même s'ils ne sont pas toujours mortels. Quelques mois avant ce drame qui a ému le Canada, le bateau d'un autre passeur a lui aussi chaviré avec 6 migrants indiens qui n'avaient aucun gilet de sauvetage. Mais ce jour-là, les secours sont arrivés à temps pour les sauver. Je pense que les événements ont démontré que ceux qui s'enrichissent le plus avec le tout, on les voit pas ici, sont loin d'ici. Le point commun entre ces deux traversées qui ont échoué, c'est que les vrais responsables de ces tragédies se trouvent à 12 000 km d'Akwesasne, en Inde. Au retour, un criminel se vante d'avoir fait entrer pas moins de 1000 personnes aux États-Unis en passant par Akwesasne. Il y avait un genre de jeu de cartes, un as de pique, sur sa porte de Jeep. Ça, c'est parce que le gars, il se prend pour un king, là, tu sais, là. Il a une belle voiture, des bijoux, une belle grosse maison et tout ça avec un emploi dans un salon de manucure. Et oui, mais son autre métier, celui de passeur, pourrait peut-être expliquer son train de vie. L'enquête sur la mort de ces deux familles au mois de mars est toujours en cours. Mais peu de temps avant ce drame, un autre réseau indien aux méthodes similaires venait tout juste d'être démantelé. À sa tête, Simrajit Singh alias Chali, qui n'est pas directement relié à cette tragédie, mais qui est un personnage central dans ce trafic extrêmement lucratif d'êtres humains à Akwesasne. Singh est le principal organisateur des opérations utilisant la réserve Mohawk d'Akwesasne et l'île de Cornwall pour des passages clandestins. Cette description fait partie du témoignage d'une policière de Toronto devant la Cour supérieure de l'Ontario. Elle a suivi ce passeur et ses activités durant plusieurs mois. Singh transporte des ressortissants indiens vers Cornwall, là où des transporteurs récupèrent les migrants et les font traverser clandestinement le fleuve Saint-Laurent.
Une fois qu'ils ont franchi le fleuve, d'autres passeurs les récupèrent pour les amener plus au sud, aux États-Unis. Simranjit Singh, là, selon nos partenaires américains, il est impliqué dans le trafic humain depuis 2018. C'est quelqu'un qui était habitué. Oui, je crois qu'il était habitué et puis c'était son travail principal, je crois. Cet enquêteur de la GRC à Cornwall l'a lui aussi pris en filature. Il y avait un genre de jeu de cartes, un as de pique, sur sa porte de Jeep. Puis ici, dans la ville de Cornwall, on est allé voir ceux qui étaient de la même nationalité. Il y en avait qui travaillaient dans les dépanneurs. On se demandait, qu'est-ce que ça veut dire, ça, un as de pique? Ça, c'est parce que le gars, il se prend pour un king, là, tu sais, là, puis c'est bien important. Il nous décrit un homme qui, malgré ses activités criminelles, ne brillait pas par sa discrétion. Singh, c'est une personne très fière de sa personne. Le pareil, il y avait une belle maison dans la région de Brampton. Il y avait un beau Jeep, les bijoux, la peignure toujours bien faite, l'habillement. Il aimait ça bien paraître. Chali Singh avait plusieurs comptes bancaires et sur l'un d'eux, les policiers ont découvert 160 000 $. Pas mal d'argent pour quelqu'un qui, le jour de son arrestation, assurait travailler uniquement dans un salon de manucure. En réalité, cet homme dans la jeune quarantaine serait l'un des plus importants passeurs que le Canada ait connu, si l'on croit ses dires. Un des migrants nous a dit que Singh se vantait d'avoir fait passer clandestinement plus d'1 millier de personnes. C'est un chiffre qui est plausible. Notre enquête a commencé en novembre 2021. On a pu observer, nous, personnellement, là, à une quinzaine de reprises, là, Singh, dans la ville de Cornwall, déposait des gens dans des hôtels locaux là, avant d'être transportés du côté américain. Il dit, au fil des ans, avoir passé, selon ses propos à lui, au-dessus de 1000 personnes ici. Regarde, c'est possible. Mais comment Chali Singh s'est-il retrouvé au Canada et comment a-t-il pu mettre en place son réseau? On trouve ces réponses dans différents documents judiciaires, tant canadiens qu'américains, mais aussi dans son propre témoignage. Je suis arrivé au Canada depuis l'Inde en décembre 2010. Je suis venu avec ma femme et mon fils et nous avons demandé l'asile. Ma mère et mon autre fils sont venus au Canada en mars 2011 et ils ont aussi demandé l'asile. C'est ici, dans cet appartement de Parc Extension à Montréal, qu'il s'est installé durant de longues années. Bonjour. Do you know Simranjit Singh? Je pense qu'il est en bas. C'est quelqu'un qui habitait ici? Ouais, je pense. Vous habitez depuis longtemps ici? Depuis 1 an. OK, merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée. C'est ici aussi qu'il aurait commencé son activité de passeur, avant de déménager en 2020 à Brampton, même s'il n'aurait jamais dû rester au pays. Notre demande d'asile a été refusée en 2014. On a tous fait l'objet d'une mesure de renvoi. Cependant, Immigration Canada n'a pas pu me renvoyer car le consulat de l'Inde refuse de nous fournir un passeport ou des documents de voyage. Je ne peux pas être expulsé. Et il en a bien profité. Au fil des années, le trafic de migrants est visiblement devenu une activité très payante pour Chali Singh. L'information qu'on a eue durant notre enquête, il demandait 7 à 10 000 $ par personne là, pour traverser une personne de la région de Toronto-Montréal vers les États-Unis. Selon la justice américaine, son réseau faisait aussi venir des migrants directement de l'Inde, parfois jusqu'à l'aéroport de Calgary. Les montants pouvaient alors grimper jusqu'à 35 000 $ par personne. Des sommes importantes qui auraient été réinvesties, légalement ou non, dans d'autres secteurs d'activité. Puisque selon nos recherches, avec des proches, il semble avoir créé un petit empire lui permettant de s'enrichir. Simranjit Singh était extrêmement bien organisé. Lorsqu'il était arrêté, on a saisi certains documents chez lui et on s'est aperçu assez rapidement que côté financier, il y a des registres là, comptables très bien détaillés. Il y avait une compagnie de camionnage ici au Canada qu'il utilisait pour, on soupçonne, blanchir de l'argent. L'enquête est toujours en cours. Il faisait aussi affaire dans les casinos qui réussissaient à blanchir de l'argent. Chali Singh s'occupait aussi personnellement de ses clients. En fait, Simranjit Singh, il est transporté dans son véhicule personnel, souvent 1 à 4 personnes là, dans son véhicule. Il est transporté dans des hôtels locaux là, de la ville de Cornwall. Ensuite, souvent, là, quelques heures, quelques jours plus tard,
Ces mêmes personnes-là étaient transportées par véhicule, par des personnes locales, sur le territoire d'Akwesasne, qui est principalement l'île de Cornwall. C'est le plus souvent sur ce quai de l'île de Cornwall qu'il est confié à un passeur local. Shelley Singh restait ensuite en contact avec ses complices, comme le montre cet échange retrouvé par les enquêteurs américains. Le réseau de Shelley Singh déposait des migrants après leur traversée dans ce motel, à Fort Covington, le village américain le plus proche d'Akwesasne. Le passeur retournait ensuite à Cornwall pour voir son patron et recevoir son argent. Mais je peux vous dire qu'il y a au moins une bonne douzaine de personnes locales impliquées dans son réseau de trafic humain. Finalement, ce sont les Américains qui ont demandé au Canada d'arrêter Shelley Singh, qu'ils qualifient de danger pour le public. Il a été extradé aux États-Unis en mars dernier. Shelley Singh a plaidé coupable l'été passé de conspiration et de trafic d'êtres humains devant une juge du tribunal d'Albany dans l'État de New York. Hopefully, through sentencing, we can show that his role in this larger enterprise was actually quite small. En fait, selon son avocat, Shelley Singh ne serait qu'un pion au sein d'un réseau beaucoup plus vaste. I'm not entirely sure how much he knows about the larger network. You know, everybody answers to somebody else, but who's on top of the food chain, you know, I'm not sure he knew or understood. Sa peine sera finalement connue au mois de mars. Il risque entre 5 et 15 ans de prison. La justice américaine pourrait aussi décider de l'expulser en Inde, son pays d'origine. Au retour, un trafic d'êtres humains qui se passe à 2 heures de route de Montréal et qui fait prospérer des criminels à l'autre bout du monde. Ils sont responsables d'avoir amené illégalement cette famille du Canada vers les États-Unis en échange d'une importante somme d'argent et la famille est morte. On va revenir à l'essentiel de ce que c'est le trafic de migrants. L'une des familles qui a été décimée venait d'une région très pauvre en Inde. Presque tout le village s'était cotisé pour financer leur voyage aux États-Unis dans l'espoir qu'ils renvoient de l'argent à la maison. Et savez-vous combien ça leur a coûté pour venir finalement mourir ici? Le chiffre va vous surprendre. Ce bâtiment sécurisé de la police d'Akwesasne cache quelques secrets de ces passages clandestins de migrants et d'autres activités criminelles sur le fleuve Saint-Laurent. Bienvenue, Robin. Merci. L'entrepôt ici sert pour les systèmes saisis suite à différentes interventions. C'est soit des bateaux qui ont servi à passer des migrants illégaux, des armes à feu ou des stupéfiants. C'est la seule unique raison pourquoi on saisirait un bateau ici. Là. C'est ici aussi qu'a été déposé le bateau de Casey Hawkes, le passeur Mohawk impliqué dans la mort de 2 familles en mars dernier. Ce que j'ai observé à plusieurs reprises, c'est souvent des relativement petits bateaux, je dirais de 16 à 22 pieds, avec un moteur hors bord. C'est pas des gros bateaux comme qu'on peut imaginer. Lorsque le courant est difficile sur la rivière, ça rend la traversée dangereuse. Malgré ces interventions policières, ce type de trafic ne ralentit pas à Akwesasne. Régulièrement, ces réseaux provenant d'Inde font patienter des migrants à Cornwall avant leur traversée pour déjouer les autorités. C'est justement dans l'un de ces motels, le long de l'avenue Brockdale, dans l'une de ces chambres, que les 8 personnes ont attendu avant leur voyage mortel. Il y a beaucoup d'établissements hôteliers, hôtels-motels, qui peuvent servir aux gens de soit passer une nuit, 2, 3 nuits là, en attendant que le passage se fasse. Et c'est des hôtels d'habitude plutôt un peu miteux, moins chers? Oui, c'est ça, des hôtels de moindre qualité. Comme je vous dis, surtout si c'est l'organisation criminelle qui inclut le coucher, c'est sûr que c'est pas le Fairmount, là. C'est ce qui leur convient. Puis les gens sont obligés de coucher dans les hôtels qu'eux autres désignent. C'est dans la nuit que ces familles ont quitté leur logement pour se rendre au bord du fleuve Saint-Laurent. Elles ont d'abord été amenées ici, dans un débarcadère public situé tout au bout de l'île de Cornwall. C'est là où les attendait leur bateau et Casey Hawkes, leur passeur local. Mais toute cette histoire a commencé à l'aéroport d'Ahmedabad, la principale ville du Gujarat, en Inde. Les 4 membres de la famille ont décollé vers Toronto, puis en suivant les ordres de passeurs, elle s'est rendue à Winnipeg, au Manitoba, et finalement à Montréal.
C'est là où les Chaudhary ont pris une voiture pour Cornwall avant de périr dans le fleuve Saint-Laurent. Mais qui sont vraiment ceux qui ont organisé cette tragique expédition? Pour le découvrir, il faut se rendre à 12 000 km d'Akwesasne. En Inde, ce drame a fait couler beaucoup d'encre. C'est ici, dans cette région paysanne, que vivaient les Chaudhary, une famille de fermiers comme tant d'autres dans ce secteur. Ce proche raconte qu'ils ont quitté l'Inde le 2 février, soit quasiment 2 mois avant leur mort, avec un simple visa de touriste. Un document, dit-il, obtenu grâce à un réseau de passeurs. L'homme qui pleure, c'est le frère du père de la famille Chaudhary. Il connaît tous les détails du voyage. Il a déposé une plainte à la police du Gujarat et ce document, tout comme l'enquête policière indienne, nous en apprennent beaucoup sur cette catastrophe et sur ceux qui ont organisé ce voyage mortel. J'ai eu une conversation avec mon frère et il m'a dit qu'il ne voulait pas passer la frontière à pied ou par la rivière. Il voulait seulement y aller en taxi. On leur a promis ça. Finalement, on les a fait asseoir dans un bateau et la météo était très mauvaise. Contre qui vous avez porté plainte? Niku Viol, Sanchin Viol et Aryunshin Shevda. Selon cette plainte, les Chaudhary ont payé 6 millions de roupies indiennes, soit près de 100 000 $ canadiens, à ces 3 personnes qui feraient partie d'un réseau de passeurs. Ce tarif comprenait les visas, les billets d'avion et le transport pour aller illégalement aux États-Unis à partir du Canada. Ces personnes sont désormais dans le collimateur de la justice indienne pour leur lien présumé dans cette traversée mortelle. Ils sont responsables d'avoir amené illégalement cette famille du Canada vers les États-Unis en échange d'une importante somme d'argent et la famille est morte. L'un de ces présumés passeurs a été arrêté cet automne alors qu'il revenait du Canada. Ces 2 complices seraient toujours en fuite. 2 autres sont encore recherchés pour ce crime. On a enquêté sur eux et ils se trouvent actuellement tous les 2 au Canada. Dès leur retour, nous les arrêterons. Pour l'instant, notre enquête est toujours en cours. Le parcours de la famille Chaudhary n'est pas une exception. Selon différents témoignages qu'on a reçus, il serait désormais aisé de trouver en Inde des criminels ou des agents, comme ils se font appeler sur place, qui organisent ces voyages tout inclus en échange de plusieurs dizaines de milliers de dollars. Ces réseaux seraient même de plus en plus sophistiqués et capables d'obtenir facilement des visas pour le Canada. Ce criminel, par exemple, serait impliqué dans le transport illégal de plus de 2000 personnes, mais aussi dans la fabrication de passeports et de faux documents, dont des permis d'études qui permettent d'aller au Canada. Et selon nos recherches, lui comme d'autres avait des contacts à Akwesasne. Ici au Canada, on ne mâche pas ses mots contre ces individus et ces réseaux internationaux qui profitent du territoire d'Akwesasne. C'est totalement regrettable qu'il y ait des personnes qui tirent profit de ce genre de situation-là et qui soient en train de bâtir une économie parallèle pour leur bien personnel. Cet élu de Cornwall déplore cependant le manque de moyens pour lutter efficacement contre ces réseaux criminels. On n'a pas assez de ressources financières dont nous faisons des demandes de manière continuelle auprès des instances fédérales. Il faut engager plus de personnel au niveau de la police, par exemple. Il faut acheter du matériel, des caméras de surveillance, par exemple. La tragédie d'Akwesasne a au moins changé quelque chose. La police locale, qui n'avait même pas de caméras de surveillance l'été dernier, vient enfin de recevoir une aide fédérale de 12 millions de dollars pour mieux lutter contre le crime organisé. Vous pensez que ça va permettre de stopper le trafic de migrants ici? Je pense qu'on ne pourra jamais stopper, mais nos efforts démontrent qu'on est dans la bonne voie. Puis d'ailleurs, c'est pour ça que nous, on est ici, puis on fait ce qu'on fait tous les jours, 7 jours semaine, puis 12 mois par année pour essayer de contrer le fléau qu'on vit. Puis j'espère plus jamais qu'une tragédie de la sorte se répète n'importe où. C'est quelque chose qui ne devrait pas arriver.
J'espère que vous avez apprécié nos reportages de ce soir. Au nom de toute l'équipe, merci beaucoup d'avoir été là. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre enquête.